Il m'a juste aidé à mettre de la crème solaire dans le dos. T'es jaloux? Tu peux partir, a dit ma femme sur la plage. Puis elle a ri avec tout le monde comme si je n'étais pas là. Je suis resté silencieux, j'ai fait mes affaires ce soir-là, et je suis parti sans le dire à personne. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Il m'a juste aidé à mettre de la crème solaire dans le dos. T'es jaloux. Tu peux partir. Ce furent les mots exacts qui sortirent de la bouche de ma femme devant tout le monde sur cette plage. Elle ne les a pas chuchotés. Elle ne les a pas dit en privé. Elle les a lancés en l'air comme si elle partageait une blague lors d'une réunion de famille. Avec ce sourire que je connaissais si bien, le même qu'elle utilisait quand elle voulait me faire comprendre qu'elle ne me respectait pas. Édouard avait encore ses mains sur les épaules de Céline quand elle l'a dit. Il s'est figé une seconde, attendant peut-être que j'explose, que je fasse une scène, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, la serviette dans une main et la bouteille d'eau dans l'autre, sentant comment chaque paire d'yeux de ce groupe d'amis et de connaissances était fixé sur moi. Quelqu'un a lâché un rire gêné. Je crois que c'était Rose, la cousine de Céline, puis un autre. Et ensuite, Céline elle-même a ri comme si ce qu'elle venait de dire était la chose la plus drôle au monde. Comme si m'humilier publiquement n'était qu'une blague innocente entre un mari et une femme en toute confiance. Le soleil me brûlait la peau, mais pas autant que la honte que je ressentais à ce moment-là. Il y avait environ 10 personnes là-bas, 10 témoins de la façon dont ma femme avait décidé que ma dignité valait moins qu'un rire facile. Élise, ma mère, était à quelques mètres sous un parasol, faisant semblant de n'avoir rien entendu, mais je savais qu'elle avait entendu. Je l'ai su à sa façon de détourner le regard quand j'ai cherché ses yeux. Bastien, ne sois pas ridicule, a continué Céline en s'arrangeant les cheveux alors qu'Édouard enlevait enfin ses mains. Tu fais un drame pour rien. Tout le monde ici sait qu'Édouard est comme un frère pour moi. Mais Édouard n'était pas son frère. Édouard était un type qu'elle connaissait depuis moins de 2 mois. Quelqu'un qu'elle avait rencontré à la salle de sport et qui était soudainement de toutes nos sorties. Et maintenant, il touchait ma femme pendant qu'elle me disait que j'étais le problème. Je n'ai pas répondu. Ce fut ma première victoire de cette journée. Bien que je ne le susse pas à l'époque. Je me suis simplement retourné et j'ai marché vers la mer. J'ai entendu Céline dire autre chose derrière moi. Probablement une autre moquerie, mais le bruit des vagues a englouti ces mots. Ou peut-être que mon esprit a simplement décidé de ne plus les traiter. L'eau était froide. Quand j'y suis entré, je me suis immergé jusqu'à ce que le bruit de la plage ne devienne plus qu'un lointain murmure. Sous l'eau, tout était silencieux. Là, personne ne pouvait se moquer de moi. Là, personne ne pouvait me voir. Il n'y avait que moi et la pression de l'océan contre ma poitrine. Une pression qui, étrangement, semblait moins lourde que celle que je ressentais depuis quelques années. Quand je suis sorti, le groupe avait déjà repris ses conversations. Céline était allongée sur sa serviette avec d'énormes lunettes de soleil qui lui couvraient la moitié du visage. Édouard était assis à côté d'elle, trop près à mon goût, mais personne d'autre ne semblait s'en soucier. Corentin, mon meilleur ami depuis l'université, m'a lancé un regard qui disait tout sans rien dire. Il savait. Il avait toujours su que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis sur ma serviette, à l'écart du groupe, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant d'être occupé à vérifier mes emails professionnels. Je ne lisais rien en réalité. Je fixais juste l'écran, les lettres se brouillant alors que mon esprit repassait cette scène encore et encore. T'es jaloux. Tu peux partir. Ce n'était pas la première fois que Céline me manquait de respect, mais c'était la première fois qu'elle le faisait de manière aussi flagrante, aussi publique, si sûre que je ne ferais rien. Et elle avait raison. Je n'ai rien fait. Pas à ce moment-là, car faire quelque chose aurait signifié lui crier dessus, me disputer, lui donner exactement ce qu'elle voulait. Une excuse pour dire à tout le monde que j'étais le jaloux, l'insécure, le problématique. Je n'allais pas lui faire ce plaisir. Le reste de l'après-midi s'est passé dans un brouillard étrange. Il y a eu de la nourriture, encore des rires, de la musique provenant d'une enceinte portable que quelqu'un avait apportée. Céline a continué à agir comme si de rien n'était. Édouard est parti quelques heures plus tard, mais non sans lui dire au revoir avec une étreinte qui a duré 3 secondes de plus que nécessaire. Quand le soleil a commencé à se coucher et que l'air s'est rafraîchi, nous avons commencé à ranger nos affaires. Céline était de bonne humeur,
chantant une chanson qui passait sur l'enceinte. Elle a demandé si je voulais conduire pour le retour. J'ai dit oui. Elle s'est installée sur le siège passager et a fermé les yeux, épuisée par sa journée parfaite. Nous n'avons pas parlé de tout le trajet du retour. Elle s'est endormie au bout de 10 minutes, la tête appuyée contre la vitre. Je conduisais en silence, mes mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Mes jointures étaient blanches. La route s'étirait devant moi, sombre et vide. C'est pendant ce trajet, avec le son de sa respiration douce et le bourdonnement du moteur, que j'ai pris une décision. Ce ne fut pas quelque chose de dramatique ou de soudain. C'était plutôt comme une certitude qui s'est installée dans ma poitrine, froide et claire comme l'eau de l'océan dans laquelle je m'étais immergé des heures auparavant. Je n'allais pas continuer comme ça. Je n'allais pas être l'homme dont on se moque en public. Je n'allais pas être le mari que tout le monde regarde avec pitié. Je n'allais pas être invisible dans ma propre vie. Cette nuit-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Céline s'est douchée et est allée directement au lit. Elle a dit quelque chose sur sa fatigue et à quel point elle s'était bien amusée. J'ai juste hoché la tête. Je suis resté dans le salon un peu plus longtemps, la télé allumée, mais sans y prêter attention. Je réfléchissais, tout simplement. Il était presque 2 heures du matin quand je suis enfin entré dans notre chambre. Céline dormait profondément, ses cheveux encore humides sur l'oreiller. Je me suis assis sur le bord du lit et je l'ai regardée. Cette femme avec qui j'avais partagé 8 ans de ma vie. Cette femme qui, autrefois, m'avait fait sentir que je pouvais conquérir le monde et qui, maintenant, me faisait sentir que je ne valais rien. Je me suis levé lentement et je suis allé au placard. J'ai sorti une petite valise et j'ai commencé à emballer des vêtements. Pas beaucoup, assez pour quelques jours. Mon passeport, mon ordinateur portable professionnel, des documents importants, mon chargeur, tout cela méthodiquement, sans me presser, mais sans faire de pause. À 4 heures du matin, la ville étant encore endormie et le ciel encore sombre, j'ai chargé mes affaires dans la voiture. Je suis retourné à l'intérieur une dernière fois. Céline dormait toujours. J'ai pris ma brosse à dents dans la salle de bain, ma montre sur la table de chevet, mon portefeuille. J'ai laissé mon alliance sur la table de la cuisine. Je n'ai pas laissé de mots. Il n'y avait rien à dire qu'elle aurait pu comprendre à ce moment-là. J'ai démarré la voiture le plus silencieusement possible et j'ai quitté cette maison. J'ai conduit sans but pendant 1 heure, cherchant juste à m'éloigner. Le soleil commençait à se lever quand je me suis arrêté à une station-service. J'ai acheté un café et je me suis assis sur un banc à l'extérieur, regardant le monde s'éveiller. Mon téléphone était sur silencieux. Je ne l'avais pas encore vérifié. Je savais qu'elle finirait par se réveiller. Elle finirait par s'en apercevoir, et les appels, les messages, les questions commenceraient. Mais ce serait son problème, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris une décision rien que pour moi, et cela me procurait un sentiment étrangement libérateur. Il était 9 heures du matin quand mon téléphone a commencé à vibrer. J'étais assis dans une chambre de motel bon marché à la périphérie de la ville, un de ces endroits où l'on ne pose pas de questions et où l'on accepte l'argent liquide. J'avais payé 90 € pour 3 nuits. La chambre sentait la vieille lessive et la climatisation faisait un bruit constant, mais elle était calme là où ça comptait. Personne ne savait où j'étais. Le premier appel était de Céline. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, un autre appel. Puis un autre. Je regardais l'écran s'allumer encore et encore avec son nom, avec sa photo que j'avais toujours enregistrée là. Celle où elle souriait lors de notre anniversaire de mariage l'année dernière. Quelle ironie. Cette femme sur la photo n'existait plus. Ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Après le 5e appel, le premier message est arrivé. Bastien, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Puis un autre. Sérieusement, arrête ton drame. Réponds au téléphone. Et encore un autre, pourquoi as-tu laissé ton alliance? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai lu chaque message avec un calme que je ne me connaissais pas. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais juste une sorte de vide tranquille, comme si je m'étais enfin délesté d'un poids que je ne savais pas porter. J'ai éteint le téléphone. Je ne voulais plus l'entendre vibrer. Je me suis rallongé sur le lit dur du motel et j'ai fixé le plafond taché.
Il y avait une fissure qui partait du coin vers le centre, se ramifiant comme les veines d'un bras. Je me suis demandé combien d'autres personnes avaient été dans ce même lit, regardant cette même fissure, fuyant leur propre vie. Probablement beaucoup. Ce genre d'endroit existait précisément pour ça. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans interruption, sans me réveiller au milieu de la nuit pour me demander si Céline était contrariée par quelque chose que j'avais dit ou fait. Sans vérifier mon téléphone toutes les heures pour voir si elle m'avait envoyé un message passif-agressif. J'ai juste dormi. Je me suis réveillé 5 heures plus tard. Il était 14 heures. J'avais faim. J'ai allumé le téléphone juste pour vérifier l'heure et l'écran s'est rempli de notifications. 43 appels manqués, 27 SMS, 6 messages vocaux, des notifications WhatsApp. J'ai arrêté de compter après 15. Ce n'était pas seulement Céline. Maintenant, c'était aussi Élise, ma mère, Corentin, et même Rose, la cousine de Céline, qui riait la veille. Ils voulaient tous savoir où j'étais. Ils avaient tous quelque chose à dire, mais je ne voulais écouter aucun d'entre eux. J'ai d'abord vérifié les messages de Céline. La progression était intéressante. Il commençait par de l'agacement, puis passait à la confusion, ensuite à une fausse inquiétude, et enfin à quelque chose qui ressemblait à un véritable désespoir. D'accord, j'ai compris. T'es en colère pour hier. On pourrait en parler, Bastien. Sérieusement? Ce n'est plus drôle. Ta mère est inquiète. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Que je m'excuse? D'accord. Je suis désolé. Tu peux rentrer maintenant. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai surréagi. Mais tu ne peux pas disparaître comme ça. Les gens demandent de tes nouvelles. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Bastien, s'il te plaît, parlons. J'ai lu chaque message avec la même expression neutre. C'était fascinant de voir comment son ton changeait. Comment elle passait de l'arrogance à la panique en l'espace de quelques heures. Pendant des années, elle avait eu tout le contrôle. Elle décidait quand nous parlions, quand nous nous disputions, quand nous nous réconcilions. Elle fixait les règles du jeu, et j'avais toujours joué selon ses conditions. Mais maintenant, j'avais changé les règles. Et elle ne savait pas comment le gérer. Les messages de ma mère étaient différents, plus directs, plus inquiets. Mon fils, est-ce que tu vas bien? Céline m'a appelé. Elle dit que tu es parti sans dire un mot. S'il te plaît, appelle-moi. Je veux juste savoir que tu vas bien. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Dis-moi juste que tu vas bien. Élise avait toujours été comme ça. Elle ne posait jamais trop de questions. Elle ne se mêlait jamais de ce qui ne la regardait pas, mais elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. Je m'en voulais de l'inquiéter. Je lui ai envoyé un court message. Je vais bien, maman. J'ai juste besoin de temps. Ne t'inquiète pas. Je t'appellerai dans quelques jours. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. D'accord, mon fils. Prends soin de toi. Je suis là quand tu auras besoin de moi. C'était tout. Elle ne me jugeait pas. Elle ne me mettait pas la pression. Elle me donnait juste l'espace dont j'avais besoin. C'était là la différence entre quelqu'un qui vous aime vraiment et quelqu'un qui veut juste vous contrôler. Corentin m'avait également écrit. Son message était simple et direct. Typique de lui. Mon frère, je ne sais pas où tu es ni ce qui s'est passé exactement, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, appelle-moi. Pas de questions, pas de jugement. J'ai souri en lisant cela. Corentin et moi étions amis depuis l'université, depuis l'époque où nous partagions un minuscule appartement et mangions des nouilles instantanées 3 fois par jour parce que nous ne pouvions rien nous offrir d'autre. Il était là à mon mariage. Il avait vu comment ma relation avec Céline avait changé au fil des années. Et bien qu'il ne l'ait jamais dit explicitement, je savais qu'il ne la supportait pas non plus. J'ai répondu tout aussi simplement, merci, mon frère. Je vais bien. J'ai juste besoin de régler certaines choses. On se parle bientôt. J'ai laissé le reste des messages non lus. Je ne devais aucune explication à Rose ou à l'une des amies de Céline. Elles étaient là hier, riant, complices de mon humiliation. Laissez-les se demander ce qui s'est passé. Laissez-les spéculer. Ce n'était pas mon problème.
J'ai pris une douche et j'ai quitté le motel. Il y avait un petit restaurant mexicain à 2 pâtés de maison de là. J'y suis entré et j'ai commandé des tacos au bœuf et un coca. La serveuse était une femme d'un certain âge avec une tresse grise. Elle m'a souri en me servant. Mauvaise journée, a-t-elle demandé, remarquant probablement ma barbe de 2 jours et les cernes que je devais sûrement avoir. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Mais ça s'arrange. C'est bien, a-t-elle dit. Les mauvaises journées ne durent pas éternellement. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais mangé quelque chose sans penser à autre chose, sans répondre à des messages professionnels ou écouter Céline se plaindre de quelque chose. C'était étrange, presque inconfortable d'être seul avec mes pensées, mais c'était aussi libérateur. Pendant que je mangeais, j'ai ressorti mon téléphone. Cette fois, j'ai ouvert mon compte bancaire. J'avais économisé 47 000 € au cours des dernières années. C'était un compte dont Céline ignorait l'existence, un compte que j'avais ouvert il y a 3 ans lorsque j'avais commencé à travailler sur un projet en freelance en plus de mon emploi habituel. Je lui avais dit que cet argent supplémentaire allait directement dans nos économies communes, mais je le mettais en fait de côté, non par méfiance au début, mais parce que je voulais lui faire une surprise un jour, peut-être pour un voyage spécial ou un acompte pour une maison plus grande. Maintenant, j'étais content de l'avoir fait pour des raisons complètement différentes. Cet argent signifiait que je pouvais m'offrir du temps pour réfléchir, du temps pour décider de ce que j'allais faire de ma vie sans la pression immédiate de devoir rentrer. J'ai payé le repas et j'ai laissé un pourboire de 5 €. La serveuse m'a remercié avec un autre sourire chaleureux. J'ai marché jusqu'au motel sous le soleil de l'après-midi. La chaleur était oppressante, mais je m'en fichais. Chaque pas qui m'éloignait de mon ancienne vie me semblait être un pas vers quelque chose de nouveau, même si je ne savais pas encore exactement ce qu'était ce quelque chose. De retour dans la chambre, j'ai allumé l'ordinateur portable. J'avais quelques emails professionnels que je devais vérifier. Mon patron, Adrien, avait envoyé quelques messages pour s'enquérir d'un projet. J'ai répondu normalement, comme si tout allait bien, car d'une certaine manière, tout allait mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions rien que pour moi. J'ai travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, j'ai commandé une pizza par téléphone et je l'ai mangée au lit en regardant un vieux film sur la télévision de la chambre. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à l'intrigue. J'ai juste laissé le bruit remplir le silence. Mon téléphone recevait toujours des messages. Maintenant, Céline était passée du désespoir à la colère. Tu sais quoi? T'es un lâche. Un lâche qui fuit au lieu d'affronter les problèmes. Tout le monde a raison à ton sujet. T'es faible. Je ne sais pas pourquoi je suis surprise. Tu as toujours été comme ça. J'ai lu ces messages et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur, juste la confirmation que j'avais pris la bonne décision. Quand quelqu'un vous respectait, il ne vous insultait pas pour avoir posé des limites. Quand quelqu'un vous aimait, il n'essayait pas de vous détruire avec des mots juste parce qu'il ne pouvait pas vous contrôler. J'ai éteint le téléphone à nouveau et je me suis endormi. Demain serait un autre jour, et le jour d'après un autre encore. Et petit à petit, je construirai quelque chose de nouveau sur les ruines de ce que j'avais laissé derrière moi. Pour comprendre pourquoi je suis parti cette nuit-là sans un mot, il faudrait revenir au début, au moment où j'ai rencontré Céline et où j'ai cru avoir trouvé la personne avec qui je construirais ma vie. C'était en octobre 2016, une époque où je croyais encore aux contes de fées et au fait que le véritable amour suffisait à tout surmonter. Je l'ai rencontrée au mariage d'un cousin. Elle était une amie de la mariée, l'une de ces demoiselles d'honneur qui semblait tout droit sortie d'un magazine, robe vert émeraude, longs cheveux tombant en vagues parfaites sur ses épaules, un sourire qui illuminait toute la pièce. J'étais au bar de la salle en train de commander un whisky quand elle s'est approchée et a commandé un martini. Premier mariage de l'année où tu as arrêté de compter, m'a-t-elle demandé avec ce sourire que j'apprendrai plus tard à déchiffrer dans toutes ses variations. Le premier et j'espère le dernier, ai-je répondu. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de choses. Moi non plus, a-t-elle dit en trinquant son verre contre le mien. Mais l'open bar en vaut la peine. Nous avons parlé toute la nuit de nos boulots, de nos familles, de ces rêves absurdes qu'on a à 20 ans et qu'on pense vraiment pouvoir réaliser. Elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de cosmétiques. J'étais ingénieur logiciel dans une start-up qui venait de recevoir sa première grande levée de fonds. Nous rions aux mêmes blagues. Nous détestions les mêmes films.
Quand le mariage s'est terminé à 2 heures du matin, je l'ai raccompagné à sa voiture et je lui ai demandé son numéro. Tu sais quoi, a-t-elle dit en rangeant son téléphone dans son sac à main. Tu ferais mieux de me donner le tien. Si je t'appelle, ça voudra dire que je suis vraiment intéressé. Elle m'a appelé 2 jours plus tard. Nous sommes sortis ce vendredi-là, puis le suivant, puis encore le suivant. En 3 mois, nous étions inséparables. En 6 mois, nous vivions ensemble dans mon appartement. En 1 an et demi, nous achetions des bagues. Tout est allé vite, intensément, comme ces orages d'été qui arrivent sans prévenir et emportent tout sur leur passage. Les 2 premières années ont été belles. Vraiment belles. Céline était amusante, intelligente, ambitieuse. Nous cuisinions ensemble le dimanche, regardions des séries jusqu'à 3 heures du matin, faisions des voyages improvisés à la mer ou à la montagne. Mes amis l'adoraient. Ma mère l'avait accepté, bien qu'avec cette réserve qu'ont toujours les mères envers les femmes qui leur prennent leurs fils. Nous nous sommes mariés en juin 2018, une petite cérémonie dans un jardin botanique avec 70 invités. Céline était magnifique ce jour-là. Elle a pleuré lors de nos vœux. Moi aussi. Nous avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds. Cette nuit-là, dans la suite de l'hôtel, elle m'a dit que j'étais l'homme le plus chanceux du monde de la voir. Et je l'ai cru, parce qu'à ce moment-là, je le ressentais vraiment. Le problème a commencé subtilement, comme c'est toujours le cas. De petites choses que l'on ignore parce que l'amour conquiert tout, n'est-ce pas? Des commentaires sur mes vêtements. Tu sors comme ça, demandait-elle avec ce rire. Ce n'était pas exactement un rire. Des remarques sur ma façon de conduire. Tu conduis toujours aussi lentement? Mon père dit que les hommes qui conduisent lentement sont peu sur 2. Au début, je prenais ça pour des blagues. Je riais avec elle, je changeais de chemise, j'accélérais un peu plus. De petits ajustements que je faisais sans trop réfléchir parce que je voulais qu'elle soit heureuse. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? On s'adapte. On cède. On change les petites choses qui n'ont pas d'importance pour maintenir la paix. Mais les petites choses sont devenues des choses moyennes, et les choses moyennes sont devenues de grandes choses. 1 an après le mariage, Céline a quitté son emploi. Elle disait qu'elle était en burn-out, qu'elle avait besoin de temps pour trouver ce qu'elle voulait vraiment faire. Je lui ai dit que c'était d'accord, que nous pourrions nous débrouiller avec mon salaire pendant qu'elle ferait une pause. 6 500 € par mois suffisaient pour couvrir le loyer, les charges, la nourriture, la voiture. Nous vivrions avec un peu moins de luxe pendant un moment, mais nous irions bien. Ce moment s'est transformé en mois, les mois se sont transformés en années. Céline passait ses journées à faire du yoga, à déjeuner avec des amis, à suivre des cours en ligne qu'elle ne terminait jamais. Pendant ce temps, je travaillais 10 heures par jour, parfois 12, pour maintenir notre niveau de vie. Et chaque fois que je suggérais doucement qu'elle pourrait peut-être chercher quelque chose, même à temps partiel, elle en faisait une dispute. Alors, tu penses que je ne fais rien, disait-elle. Tu crois qu'entretenir cette maison n'est pas un travail? Que faire la cuisine et le ménage, ça ne compte pas? Mais elle ne cuisinait pas. Nous commandions à manger 5 jours par semaine et une femme de ménage que nous payions 130 € toutes les 2 semaines faisait le nettoyage. Mais je ne me disputais pas. Je me contentais d'hocher la tête et de m'excuser d'avoir abordé le sujet. Les humiliations en privé ont commencé vers la 3e année de mariage. Des critiques constantes sur tout ce que je faisais, la façon dont je portais les sacs de course, dont je coupais les légumes, dont je pliais les vêtements. Rien de ce que je faisais n'allait. Et quand j'essayais de faire les choses à sa manière, elle trouvait une autre façon de me critiquer. « Pourquoi es-tu si maladroit ?» demandait-elle en me regardant depuis le canapé alors que j'essayais de réparer une lampe qui s'était cassée. Elle ne proposait pas son aide, juste des commentaires, juste ce regard de déception qu'elle avait perfectionné au fil des années. J'ai commencé à éviter de faire des choses quand elle était là. C'était plus facile ainsi. Moins de conflits, moins de tensions. Je restais tard au bureau, non pas parce que j'avais tant de travail que ça, mais parce qu'au bureau, il n'y avait personne pour me dire que tout ce que je faisais était mal. Corentin fut le premier à le remarquer. Il me l'a dit un soir où nous sommes sortis boire des bières, une chose que nous faisions de moins en moins car Céline n'aimait pas que je sorte sans elle, mais elle ne voulait pas non plus m'accompagner danser, endroits ennuyeux avec tes amis ennuyeux. Mon frère, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, m'a-t-il dit en jouant avec l'étiquette de sa bouteille. Mais tu es différent.
plus silencieux, plus. Je ne sais pas, plus effacé. Je vais bien, ai-je répondu automatiquement. C'est juste le boulot et la vie d'adulte, tu sais. Ce n'est pas ça, a-t-il insisté. C'est Céline. La façon dont elle te parle, la façon dont elle te traite quand on est tous ensemble. Ce n'est pas normal, Bastien. Je me suis fâché contre lui ce jour-là. Je lui ai dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait, qu'il ne comprenait pas notre relation, que notre couple fonctionnait différemment. Nous nous sommes dit au revoir tôt ce soir-là et n'en avons plus reparlé. Mais ces mots sont restés là, dans un coin de mon esprit, comme une graine, attendant les bonnes conditions pour germer. Les humiliations publiques sont venues plus tard. Elles ont commencé subtilement, un commentaire par-ci, par-là, sur quelque chose que j'avais mal fait. Transformé en une anecdote amusante lors de soirées entre amis. Bastien a essayé de réparer le lave-vaisselle la semaine dernière. Il a failli inonder toute la cuisine. On a dû appeler un plombier qui nous a facturé 180 €, mais monsieur voulait faire des économies, tu sais. Tout le monde riait. Je riais aussi. Bien qu'à l'intérieur, quelque chose se tordait, parce que ce n'était pas vrai. Je n'avais pas essayé de réparer le lave-vaisselle, c'était elle. Mais dans sa version de l'histoire, j'étais toujours l'incompétent, le maladroit, celui qui ruinait tout. Avec le temps, ces histoires sont devenues plus fréquentes et plus cruelles. Des comparaisons avec ses ex-petits amis. Mon ex savait cuisiner. Il faisait des pâtes incroyables. Bastien sait à peine faire des œufs brouillés. Des commentaires sur mon corps. Il a pris genre 5 kilos depuis qu'on est mariés. Je lui dis qu'il devrait venir à la salle de sport avec moi, mais tu sais comment sont les hommes. J'avais pris 3 kilos, pas 5. Et c'était parce que je travaillais assis 10 heures par jour en essayant de maintenir le style de vie qu'elle voulait. Mais ça n'avait pas d'importance dans son récit. La goutte d'eau qui aurait dû faire déborder le vase s'est produite 4 mois avant ce jour à la plage. Nous étions chez Rose, la cousine de Céline, pour fêter son anniversaire. Il y avait environ 20 personnes. J'étais dans la cuisine en train de prendre plus de glaçons quand j'ai entendu la voix de Céline dans le salon. Honnêtement, des fois, je me demande pourquoi je l'ai épousée, disait-elle. Il y a eu des rires. C'est comme avoir un enfant, mais en pire, parce qu'au moins les enfants finissent par grandir. Je suis resté paralysé avec un sac de glaçons dans les mains, sentant chaque mot s'abattre sur moi comme des pierres. J'ai attendu que quelqu'un prenne ma défense, que quelqu'un dise que ce n'était pas bien. Mais il n'y a eu que d'autres rires, d'autres voix se joignant avec leurs propres plaintes concernant leur partenaire. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir. J'ai envoyé un message à Céline lui disant que je ne me sentais pas bien et que j'étais parti. Elle est arrivée 3 heures plus tard, ivre, riant de quelque chose qui s'était passé après mon départ. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas remarqué que j'avais pleuré. Elle s'est juste mise au lit et s'est endormie. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, la regardant dormir sans aucun souci au monde, j'ai compris une chose fondamentale. Elle ne me respectait pas. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais fait, ou peut-être qu'au début, si, mais à un moment donné, elle avait arrêté, et j'étais juste resté là, l'acceptant, le normalisant, me convainquant que c'était ça, les vrais mariages. Les mois qui ont suivi furent un brouillard d'endurance et de silence. Chaque jour, je me disais que les choses allaient s'arranger. Que ce n'était qu'une phase que le véritable amour traverse, ces moments difficiles. Tous ces clichés que les gens disent quand ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans une situation horrible. Et puis Édouard est arrivé, et la plage est arrivée. Et est arrivé ce moment où elle a décidé que même mon inconfort humain fondamental et légitime était quelque chose dont il fallait se moquer devant tout le monde. Et quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Ou peut-être que ça ne s'est pas brisé. Peut-être que ça s'est enfin réparé. C'était un mardi, 3 jours avant que tout n'explose sur cette plage. La vie semblait encore normale, ou du moins aussi normale qu'elle pouvait l'être quand on vit avec quelqu'un qui a cessé de vous considérer comme son égal depuis des années. Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son du réveil. Céline dormait encore, ses cheveux étalés sur l'oreiller, respirant doucement. Autrefois, je me réveillais en la regardant et je ressentais une chaleur dans ma poitrine. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Je me suis levé sans faire de bruit et je suis allé sous la douche. L'eau chaude a frappé mon dos pendant que je gardais les yeux fermés, laissant la vapeur remplir la salle de bain. Ces derniers temps,
ces moments sous la douche étaient les seuls où je pouvais penser clairement, sans interruption, sans commentaire, sans regard de désapprobation. Quand je suis sorti, Céline était déjà réveillée, consultant son téléphone dans le lit. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré pour m'habiller. « J'ai besoin que tu passes au supermarché aujourd'hui après le boulot », a-t-elle dit sans quitter l'écran des yeux. « On n'a plus de shampoing. Je veux celui à 25 €, pas le truc bon marché que tu as acheté la dernière fois. » Bien sûr, ai-je répondu en boutonnant ma chemise. Autre chose? Je ne sais pas, vérifie la liste que je t'ai envoyée la semaine dernière. Il y a probablement d'autres choses. Il n'y avait pas de liste. Il n'y avait jamais de liste. Seulement de vagues instructions qui se transformaient plus tard en plaintes parce que je n'avais pas acheté exactement ce qu'elle voulait, même si elle ne l'avait jamais précisé. J'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine, des toasts et un café noir. Céline est apparue 20 minutes plus tard, déjà habillée pour la salle de sport. Un pantalon gris moulant, une brassière de sport, les cheveux relevés en une haute queue de cheval. Elle s'est versé un smoothie vert qu'elle avait préparé la veille. « Je vais rentrer tard aujourd'hui », m'a-t-elle informé en s'appuyant contre le plan de travail. « On va boire un jus après la salle. Édouard connaît un nouvel endroit qui est censé être incroyable. » Édouard. Ce nom avait commencé à surgir dans nos conversations il y a environ 6 semaines. Au début, c'était anodin. Un gars de la salle de sport l'avait aidé avec les poids. Puis c'est devenu plus fréquent. Édouard dit que je devrais essayer ce complément alimentaire. Édouard a recommandé cette playlist pour s'entraîner. Édouard pense qu'on devrait essayer ce nouveau restaurant. Tu y vas seul, ai-je demandé, en essayant de garder une voix neutre. Céline m'a regardé par-dessus son verre avec cette expression qu'elle avait perfectionnée. Celle qui disait, et c'est reparti avec ton insécurité. On y va en groupe, a-t-elle répondu. Rose vient aussi. Et je crois que Léa. Pourquoi, ça te pose un problème? Non, ai-je menti. Je demandais juste. Parce que si ça te pose un problème, tu peux le dire. Mais ce serait ridicule d'avoir un problème avec le fait que j'aille boire un jus avec des amis. Des amis? Édouard était son ami maintenant. Un ami qui passait plus de temps avec elle que moi. Un ami dont elle parlait plus que moi. Un ami qui s'intéressait clairement à elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'amitié. Mais je ne pouvais pas le faire remarquer sans être accusé d'être jaloux, insécure, contrôlant. Je n'ai pas de problème, ai-je répété, et j'ai fini mon café d'un trait. Le reste de la journée au bureau fut un flou de réunions et de mais. Mon esprit n'y était pas vraiment. Je pensais à Céline, à Édouard, à la façon dont j'en étais arrivé à ce point où ma propre femme semblait faire la cour à un autre homme devant moi, et je le tolérais simplement par peur de passer pour le méchant de l'histoire. Corentin s'est arrêté à mon bureau vers 15 heures. Déjeuner, a-t-il demandé, même si c'était passé l'heure du déjeuner. J'ai déjà mangé, ai-je menti. Je n'avais rien avalé depuis le toast du matin. Bastien, a-t-il dit en s'asseyant sur le coin de mon bureau. Mon frère, tu as l'air terrible. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Il est resté silencieux un instant, me regardant avec cette expression sérieuse qu'il utilisait rarement. C'est encore Céline. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il connaissait déjà la réponse. Écoute, a-t-il continué en baissant la voix, même s'il n'y avait personne d'autre autour. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire de ton mariage, mais je vais te dire quelque chose que mon grand-père m'a dit quand mon père était dans une situation similaire. Il disait. Un homme peut supporter beaucoup de choses. Il peut être patient. Il peut être compréhensif. Il peut être flexible. Mais le jour où il perd sa dignité, ce n'est plus un homme. C'est un fantôme qui vit dans sa propre vie. Ces mots m'ont frappé profondément. Je n'ai rien dit. Il ne s'attendait pas à ce que je réponde de toute façon. Il m'a juste serré l'épaule et est parti. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison avec les sacs de courses, Céline était dans le salon en train de regarder une série. Elle ne s'est même pas levée pour m'aider à ranger les affaires. « As-tu acheté le bon shampoing ?» a-t-elle demandé depuis le canapé. « Oui. »« Et les fraises bio ?»« Oui. »« Bien. » J'ai tout rangé en silence. Quand j'ai eu fini, je me suis assis à l'autre bout du canapé. Il y avait un espace entre nous, physique et émotionnel,
qui semblait grandir de jour en jour. J'ai essayé de me concentrer sur la série, mais je n'arrivais pas à suivre l'intrigue. Je voyais juste les images bouger sans vraiment les traiter. Édouard m'a invité à son anniversaire samedi, a dit Céline soudainement sans me regarder. Il fait une fête chez lui? Eh bien, pas chez lui, dans une maison qu'il a louée à la plage. Ça va être génial. La plage, un samedi. Je me suis senti tendu. On y va tous les deux, ai-je demandé, bien que quelque chose me dit que je connaissais déjà la réponse. Eh bien, ouais, je suppose, a-t-elle répondu comme si c'était évident. Il y aura beaucoup de monde. C'est à Sainte-Maxime, cette plage privée à environ 2 heures d'ici. Il y a une piscine, un barbecue, tout. Et qui est Édouard exactement, ai-je demandé, essayant de ne pas donner l'impression de l'interroger. À part ton ami de la salle de sport? Céline s'est enfin tournée pour me regarder. Ses yeux avaient cette lueur dangereuse qui apparaissait quand elle se sentait remise en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je demande juste. Tu parles beaucoup de lui et je ne le connais pas. C'est mon ami. Ai-je besoin de ta permission pour avoir des amis? Je n'ai pas dit ça. Alors c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, ai-je dit, sentant la conversation échapper déjà à mon contrôle, comme toujours. Je trouve juste bizarre que je ne l'ai jamais rencontré et que tu l'invites déjà à des événements familiaux. Ce n'est pas un événement familial. C'est son anniversaire, il m'a invité et j'ai décidé de t'inclure. Mais si tu vas être aussi bizarre, c'est peut-être mieux que tu ne viennes pas, c'était le piège parfait. Si j'y allais, je serais le mari jaloux et insécure. Si je n'y allais pas, elle irait seule, et Dieu sait ce qui se passerait. Il n'y avait aucun moyen de gagner ce jeu, j'irai, ai-je finalement dit. Bien, mais je ne veux pas de drame. Compris? J'ai hoché la tête. Elle a reporté son attention sur la série. Je suis resté assis là, sentant quelque chose en moi se durcir un peu plus. Les 3 jours suivants furent un compte à rebours silencieux. Céline était excitée par la plage, s'achetant un nouveau maillot de bain, planifiant ce qu'il fallait apporter, parlant constamment à quel point ça allait être amusant. Je travaillais, je rentrais à la maison, je mangeais, je dormais comme un automate, accomplissant mes fonctions. Le vendredi soir, j'ai préparé un petit sac pour la plage, un maillot de bain, une chemise, des sandales, une serviette, de la crème solaire. Céline a fait une valise entière comme si nous partions pour une semaine. 3 maillots de bain différents, des robes, du maquillage, des produits pour les cheveux. Elle a passé 2 heures à se préparer ce samedi matin-là. Pendant le trajet jusqu'à Sainte-Maxime, elle est restée collée à son téléphone, envoyant des textos. Je conduisais en silence, regardant la route. Le paysage est progressivement passé de la ville à la côte, les palmiers apparaissant plus fréquemment, l'air devenant plus salin. T'es fâché? A demandé Céline à un moment donné sans lever les yeux de son téléphone. Non. Tant mieux, parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. Mais il y en avait. Je ne savais juste pas comment l'exprimer avec des mots. Ou peut-être que je le savais, mais que je n'avais pas le courage de le dire à voix haute. Pas encore. Nous sommes arrivés à la maison vers midi. Elle était impressionnante, je devais l'admettre. Architecture moderne, d'immenses fenêtres, une piscine à débordement qui semblait fusionner avec l'océan. Il y avait de la musique, et plusieurs personnes étaient déjà là. Édouard nous a accueillis à l'entrée. Grand, bronzé, sourire parfait. Le genre de gars qui savait exactement comment utiliser son physique à son avantage. Céline, a-t-il dit en l'enlaçant plus longtemps que nécessaire. Puis il m'a tendu la main. Tu dois être Bastien. Ravi de te rencontrer, mec. J'ai serré sa main, fermement mais sans agressivité. Il m'a souri. Je lui ai souri en retour. 2 hommes feignant la cordialité alors que nous savions tous les deux exactement ce qui se passait. Et puis la fête a commencé. Les verres, la musique, et moi regardant tout, chaque interaction, chaque regard, chaque contact, sentant quelque chose en moi se préparer à l'inévitable. Le soleil était à son zénith quand j'ai décidé que j'avais besoin d'un moment seul. J'avais passé les 2 dernières heures à regarder Céline se déplacer dans cette maison de plage comme si elle en était l'hôtesse, riant trop fort aux blagues d'Édouard, lui touchant le bras avec désinvolture à chaque fois qu'elle lui parlait. J'étais assis sur une chaise sous un parasol, une bière tiède à la main que j'avais à peine touchée.
Rose s'est approchée à un moment donné avec un verre à la main, et ce faux sourire qu'elle utilisait toujours avec moi. Pourquoi si sérieux, Bastien, a-t-elle demandé en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. T'es à la plage. Détends-toi. Je suis détendu, ai-je menti. Tu n'en as pas l'air. Elle s'est tue un instant, suivant mon regard vers l'endroit où se trouvait Céline près du barbecue avec Édouard et 3 autres invités. Ce ne sont que des amis, tu sais. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. Je ne suis d'aucune façon particulière. Céline m'a dit que tu étais bizarre toute la semaine, que ça te dérange qu'elle ait des amis masculins. Elle a pris une gorgée de son verre. Ce n'est pas sain, Bastien. Les relations ont besoin de confiance. Je l'ai fixée, analysant l'ironie du fait qu'elle me donnait des conseils de couple alors qu'elle avait divorcé 3 fois avant ses 40 ans. Mais je n'ai rien dit. Il ne servait à rien de discuter avec la famille de Céline. Il prenait toujours son parti, quoi qu'il arrive. Je vais me baigner, ai-je dit, en me levant et en laissant la bière sur la table. L'eau était parfaite, fraîche, mais pas glaciale. Je me suis complètement immergé, laissant l'océan bloquer tous les bruits de la fête. Sous l'eau, tout n'était que silence et pression, quelque chose de presque paisible comparé à la tension que j'avais ressentie toute la journée. Quand je suis sorti, Céline était sur sa serviette près du rivage. Elle avait enfilé son maillot de bain rouge, celui qu'elle avait acheté spécialement pour ce jour-là. Elle était magnifique. Je devais l'admettre, mais ça ne me procurait plus le même sentiment de fierté qu'avant. Maintenant, je me demandais juste pour qui elle s'était vraiment faite belle. Je me suis approché et je me suis assis sur ma serviette, à environ 1 mètre de la sienne. Elle avait les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil, des écouteurs dans les oreilles. Elle n'a même pas remarqué ma présence. J'ai sorti mon téléphone et vérifié quelques emails professionnels. Rien d'urgent. Des messages de ma mère demandant comment j'allais. Je lui ai répondu que tout allait bien, que j'étais à la plage avec Céline. Les petits mensonges blancs étaient devenus ma spécialité. C'est à ce moment-là qu'Édouard est apparu. Il portait 2 verres à la main. Il en a donné un à Céline. Elle a enlevé ses écouteurs et lui a souri de cette façon qu'elle réservait autrefois uniquement pour moi. Il s'est assis à côté d'elle, trop près. Ils ont parlé de quelque chose que je ne pouvais pas entendre à cause du bruit des vagues. Et puis, c'est arrivé. Édouard a ramassé la bouteille de crème solaire qui se trouvait à côté de la serviette de Céline. « Tu veux que je t'en mette dans le dos ?» a-t-il demandé avec un sourire que quiconque doté d'un demi-cerveau aurait identifié comme inapproprié. Céline m'a jeté un regard pendant une seconde. Nos yeux se sont croisés. Il y avait quelque chose dans son regard, comme une question, ou peut-être une provocation. Je n'en suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, elle a pris une décision. D'accord, a-t-elle répondu à Édouard, en se retournant pour lui présenter son dos. Je me suis redressé sur ma serviette. Mon cœur battait plus vite. Ce n'était pas normal. C'était franchir une limite, elle le savait, et elle le faisait quand même. Édouard a versé la crème solaire dans ses mains et a commencé à l'appliquer sur les épaules de Céline. Lentement, méthodiquement, ses mains descendant le long de son dos, ses doigts s'appuyant sur sa peau. Elle a gardé les yeux fermés comme si elle appréciait cela. Je me suis levé. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. J'ai marché vers eux, sentant chaque muscle de mon corps se tendre. Céline, ai-je dit, et ma voix sonnait plus ferme que je ne m'y attendais. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé avec cette expression agacée que je connaissais si bien. Quoi? Je peux te parler un instant? Édouard a arrêté ses mains, mais il ne les a pas enlevées du dos de ma femme. Il est resté là, comme s'il marquait son territoire, attendant de voir ce qui allait se passer. Je suis occupé, a répondu Céline. C'est important, Bastien. Sérieusement, j'essaie de me détendre. Ça peut attendre. J'ai regardé Édouard. Il a soutenu mon regard avec un petit sourire aux lèvres. Le type savait exactement ce qu'il faisait, et il appréciait ça. Non, ça ne peut pas attendre, ai-je dit, sentant le sang me monter au visage. Céline a soupiré dramatiquement et s'est levée, ajustant son maillot de bain. Édouard a finalement enlevé ses mains et s'est allongé sur la serviette, souriant toujours. Qu'est-ce qui est si important, a demandé Céline en croisant les bras. Sérieusement, ai-je dit en baissant la voix pour qu'elle seule puisse m'entendre.
Tu vas laisser ce type te toucher comme ça? Ce type, a-t-elle répété en élevant la voix intentionnellement. Ce type s'appelle Édouard, c'est mon ami, et il m'aidait juste avec la crème solaire. Quel est ton problème? Les gens commençaient à se retourner. Rose, Léa, Corentin, qui étaient arrivés environ 1 heure auparavant, regardaient tous notre petite scène. Mon problème, ai-je dit en essayant de rester calme, c'est que ton ami te touchait d'une manière qui n'est pas appropriée. Oh mon Dieu, Bastien, a dit Céline avant d'éclater de rire. Elle a ri. Sérieusement, tu fais ça ici? Maintenant? Je dis juste que. Quoi, m'a-t-elle interrompu, en faisant un pas vers moi. Qu'est-ce que tu dis exactement? Que je ne peux pas avoir d'amis? Que quelqu'un ne peut pas m'aider pour quelque chose d'aussi simple que de la crème solaire sans que tu ne sois jaloux? Il ne s'agit pas de jalousie. Oh que si. Elle s'est tournée vers le groupe qui nous regardait désormais ouvertement. Il m'a juste aidé à mettre de la crème solaire dans le dos. T'es jaloux. Le silence qui a suivi était lourd. Tout le monde attendait ma réponse. Céline me regardait avec cette expression de défi qu'elle avait perfectionnée, comme si elle me mettait au défi de faire un plus grand scandale. Il ne s'agit pas de ça, ai-je répété, sentant que mes mots sonnaient faibles même à mes propres oreilles. Alors de quoi s'agit-il, a-t-elle insisté. Parce que je ne comprends vraiment pas quel est le problème. À moins que tu ne sois si peu sûr de toi que tu ne puisses pas supporter qu'un autre homme me touche, même pour quelque chose de totalement innocent. Insécure. Elle avait utilisé ce mot tellement de fois ces dernières années. Chaque fois que j'exprimais un malaise face à quelque chose, chaque fois que je posais une limite, chaque fois que je disais que quelque chose ne semblait pas correct, cela finissait toujours par être mon insécurité, mon problème, ma jalousie irrationnelle. Si t'es si jaloux, a-t-elle continué, et sa voix avait maintenant ce ton moqueur que tout le monde pouvait entendre, tu peux partir. Personne ne t'oblige à rester. Voilà la limite qu'elle n'aurait pas dû franchir, prononcée devant tout le monde avec ce sourire. Avec cette attitude de supériorité, comme si c'était moi qui étais ridicule, comme si j'étais le problème. Édouard a ri depuis sa serviette, Rose aussi. Et puis d'autres rires qui me faisaient l'effet d'épingles plantées dans ma peau. Ma propre femme venait de m'humilier publiquement, et les gens trouvaient ça amusant. Céline s'est retournée comme si l'affaire était close et est retournée à sa serviette. Édouard a immédiatement repris là où il s'était arrêté, ses mains de nouveau sur son dos, et elle l'a permis avec un sourire, sachant exactement ce qu'elle faisait. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais ce n'était probablement que quelques secondes. Tout le monde me regardait, attendant de voir ce que j'allais faire, si j'allais crier, si j'allais faire une scène, si j'allais m'enfuir comme le mari pathétique et jaloux que Céline venait de dépeindre. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis simplement retourné, j'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvaient nos affaires, j'ai pris ma serviette et mes sandales, et je suis parti sans crier, sans larmes, sans drame. Juste en silence. Derrière moi, j'ai entendu d'autres rires. Quelqu'un a dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Céline a répondu quelque chose. D'autres rires, comme si de rien n'était. Comme s'il venait d'assister à quelque chose de drôle au lieu de la destruction complète du peu qu'il restait de mon mariage. Je suis arrivé sur le parking où se trouvait notre voiture. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai fermé les yeux. Mes mains tremblaient, non pas de peur ou de tristesse, mais de quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une clarté absolue. Je suis resté assis dans cette voiture pendant une bonne heure. La chaleur était étouffante, mais je n'ai pas allumé le moteur. Je ne voulais pas de la climatisation. Je voulais ressentir l'inconfort. Je voulais que la chaleur me garde éveillé, concentré sur ce que j'allais faire. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. 47 000 € sur mon compte personnel. Assez pour recommencer à zéro, assez pour avoir des options. Puis j'ai ouvert mon application de mai et vérifié le contrat de location de notre maison. Le bail était à mon nom. C'est moi qui payais les 1 800 € mensuels. Je l'avais toujours fait. J'ai dressé mentalement la liste de ce dont j'avais besoin, documents importants, actes de naissance, passeport, diplômes universitaires, relevés bancaires, assez de vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable professionnel, le disque dur externe où je gardais tous mes fichiers personnels. La photo de mon père qui était sur ma table de chevet, la seule chose à laquelle je tenais vraiment dans cette maison.
Je n'avais pas besoin de grand-chose d'autre. Les choses matérielles pouvaient être remplacées. La dignité, non. J'ai enfin démarré la voiture et je suis rentré en ville. 2 heures sur l'autoroute avec juste le bruit du vent s'engouffrant par la fenêtre à moitié ouverte. Je n'ai pas mis de musique. Je ne voulais pas de distraction. J'ai juste réfléchi, planifié, préparé chaque étape de ce qui m'attendait. Je suis arrivé à la maison vers 18 heures. Le soleil commençait à se coucher, teintant tout d'orange et de violet. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là encore quelques minutes, regardant cette maison qui avait été la mienne pendant 5 ans. Je ne m'y sentais plus chez moi. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment été. Je suis entré et je suis allé directement dans notre chambre. J'ai pris une valise dans le placard et j'ai commencé à faire mes bagages méthodiquement. Sous-vêtements, chaussettes, chemises, pantalons, 2 paires de chaussures, mes affaires de toilette dans la salle de bain, ma brosse à dents, mon rasoir, mon parfum. De petites choses qui s'additionnaient pour faire une vie. Je suis allé dans mon bureau, cette petite pièce que Céline avait transformée en dressing mais qui contenait encore mon bureau dans un coin. J'ai débranché mon ordinateur portable, enroulé les câbles, rangé le disque dur externe, pris quelques livres auxquels je tenais, un carnet où j'avais noté quelques idées pour un projet personnel que je n'avais jamais eu le temps de développer. Sur la table de chevet, de mon côté du lit, se trouvait la photo de mon père. Elle avait été prise 2 mois avant sa mort, pour son 65e anniversaire. Il souriait dans sa chemise à carreaux préférée, tenant une bière. Ma mère l'avait fait encadrer pour moi après les funérailles. C'était la seule chose que j'avais emportée avec moi quand j'avais emménagé avec Céline. Je l'ai tenue entre mes mains un instant, me rappelant ce que mon père m'avait dit un jour quand j'avais 17 ans, « Mon fils, dans cette vie, les gens ne te manqueront de respect que si tu les laisses faire. Le respect ne se mendie pas. Il s'exige par tes actions, pas par tes mots. » J'ai emballé la photo entre 2 chemises dans une valise pour qu'elle ne se casse pas. Je suis allé dans la cuisine et j'ai fait du café. J'avais besoin de rester éveillé. Il y avait encore beaucoup à faire. Pendant que le café coulait, j'ai sorti mon ordinateur portable de la valise et je l'ai allumé. Je me suis connecté à notre compte bancaire commun. Il y avait 12 000 € dessus. De l'argent auquel nous avions tous les deux contribué, bien qu'honnêtement 90% provenait de mes revenus. J'ai transféré 6 000 € sur mon compte personnel. Exactement la moitié. Je ne voulais pas qu'elle puisse m'accuser de l'avoir volé plus tard. Je n'ai pris que ce qui était juste. Ensuite, j'ai supprimé ce compte de mon application bancaire. Je ne voulais plus le voir. J'ai ouvert mes emails et j'ai écrit un message à Adrien, mon patron. Je lui ai expliqué que j'avais une urgence familiale et que je devais travailler à distance pendant les 2 prochaines semaines. Il était compréhensif. Il l'avait toujours été. Je savais qu'il dirait oui. Ensuite, j'ai ouvert mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Un par un, j'ai changé tous mes mots de passe pour des combinaisons aléatoires dont je ne me souviendrai pas. Puis je me suis déconnecté de tous mes appareils. Je ne les ai pas supprimés. Je m'en suis juste éloigné. J'avais besoin de disparaître numériquement autant que physiquement. J'ai pris ma tasse de café et je me suis assis sur le canapé du salon. Ce canapé que nous avions acheté ensemble il y a 3 ans, en nous disputant sur la couleur pendant 2 semaines jusqu'à ce que je finisse par céder et que nous choisissions celui qu'elle voulait. Gris clair, pratique, disait-elle, élégant. J'ai regardé autour du salon, les photos sur les murs de nos vacances, la lampe chère que Céline avait tenu à acheter même si elle coûtait 750 €. Le tapis que je détestais mais qu'elle adorait. Rien de tout cela ne m'importait. Ce n'étaient que des choses, des objets que nous avions accumulés, essayant de combler le vide que nous ressentions tous les deux, mais qu'aucun de nous n'admettait. Mon téléphone était sur la table basse, face contre terre. Je ne l'avais pas vérifié depuis que j'avais quitté la plage. Je savais qu'il y avait probablement des messages. Peut-être de Céline, peut-être pas. Peut-être qu'elle était encore trop occupée à rire avec Édouard et son ami pour remarquer que j'étais parti depuis des heures. Je ne l'ai pas regardé. Je ne voulais pas savoir. J'ai fini mon café et je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, en me regardant dans le miroir. Il y avait des cernes sous mes yeux. J'avais perdu du poids ces derniers mois sans m'en rendre compte. Ma barbe avait besoin d'être taillée. J'avais l'air fatigué, épuisé,
comme quelqu'un qui avait porté quelque chose de très lourd pendant trop longtemps. Mais j'ai aussi vu autre chose. Une détermination que je n'avais pas vue dans mon reflet depuis des années. Une décision prise. Une ligne franchie dont il n'y avait pas de retour en arrière. Je suis retourné dans la chambre et j'ai vérifié la valise une dernière fois. Tout y était, tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Je l'ai fermée et je l'ai posée près de la porte d'entrée avec la sacoche de mon ordinateur portable et un plus petit sac contenant des documents. Il était presque 21 heures. Céline était probablement encore à la plage. La fête d'Édouard allait sûrement durer tard. Peut-être qu'il y passerait la nuit. Je m'en fichais. Ce n'était plus mon problème. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les choses importantes, les doubles des clés, les manuels d'appareils électroménagers, les garanties. Et là, dans une petite boîte, se trouvait mon alliance. Je l'avais enlevée en faisant la vaisselle la semaine dernière et j'avais oublié de la remettre. Céline ne l'avait même pas remarqué. Je l'ai prise et je l'ai tenue sous la lumière. De l'or blanc, simple, sans gravure. Nous l'avions choisie ensemble dans une petite bijouterie du centre-ville. Elle avait coûté 1100 €. À l'époque, cela semblait cher. Maintenant, elle semblait ne rien valoir. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine, pas dans la boîte, juste là, en évidence sur la surface où elle la verrait immédiatement en entrant. Un message silencieux, plus fort que n'importe quel mot que j'aurais pu écrire. J'ai pris les clés de ma voiture, j'ai chargé mes affaires et je les ai mises dans le coffre. Je suis rentré une dernière fois et j'ai traversé chaque pièce. Le salon, la cuisine, le bureau, notre chambre, la salle de bain. Mémorisant chaque espace, non par nostalgie, mais comme un rappel. Un rappel de ce que j'avais toléré, un rappel de pourquoi je partais. Dans la chambre, j'ai ouvert le placard de Céline. Des rangées et des rangées de vêtements, des chaussures classées par couleur, des sacs de prix qu'elle avait achetés avec l'argent que je gagnais. Une vie de luxe construite sur mon travail, mes efforts, mon silence. J'ai fermé le placard et j'ai quitté la pièce. Il était presque 22 heures quand j'ai enfin fermé la porte de cette maison pour la dernière fois. Pas en la claquant, doucement, comme on ferme le chapitre d'un livre qu'on ne veut plus lire. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Je n'avais pas encore de destination précise. Je savais juste que j'avais besoin de m'éloigner, de mettre de la distance entre moi et cette vie qui n'était plus la mienne. À 23 heures, j'ai trouvé le motel. J'ai payé 90 € en liquide pour 3 nuits. Le réceptionniste ne m'a même pas regardé dans les yeux. Parfait. Je suis entré dans la chambre, j'ai laissé mes affaires par terre et je me suis assis sur le lit. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai complètement éteint. Pour la première fois en 8 ans, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait me trouver. Personne ne pouvait rien exiger de moi. Et dans ce silence absolu, je pouvais enfin respirer. Je me suis réveillé le lundi matin avec une clarté mentale que je n'avais pas éprouvée depuis des années. La chambre du motel était toujours aussi déprimante avec ses murs tachés et sa climatisation bruyante, mais je me sentais étrangement en paix. J'avais dormi 8 heures d'affilée sans interruption, sans me réveiller inquiet de savoir si j'avais fait quelque chose de mal, sans vérifier mon téléphone toutes les heures. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis retourné dans le même restaurant mexicain. La même serveuse m'a reconnu et m'a salué avec un sourire. « Meilleure journée aujourd'hui » m'a-t-elle demandé en me versant du café. « Beaucoup mieux » ai-je répondu. Et c'était vrai. J'ai commandé des huevos rancheros, et pendant que je patientais, j'ai enfin allumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé, et l'avalanche de notifications a commencé. 122 appels manqués, 83 SMS, plus de messages WhatsApp que je ne voulais en compter. Mais cette fois-ci, c'était différent de samedi. Cette fois, les messages de Céline avaient évolué en quelque chose de complètement différent. Il n'y avait plus aucune prétention de calme ou de contrôle. C'était de la pure panique. Les premiers messages dataient de samedi soir, après qu'elle fût manifestement rentrée à la maison et eut découvert que mes affaires avaient disparu. « Bastien, où sont tes affaires ? Allô ? Tu m'écoutes ? Tes vêtements ont disparu. Ton ordinateur portable a disparu. Qu'est-ce qui se passe ? » Ensuite, les messages du dimanche matin. « Bastien, ce n'est plus drôle du tout. Où diable es-tu ?
J'ai vu ton alliance sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Sérieusement, tu vas me faire ça? Disparaître sans dire un mot. Et puis, au fil des heures, le ton a changé. Ok, j'ai compris. T'es en colère. Tu as le droit de l'être. On peut en parler. S'il te plaît, réponds. Les gens demandent de tes nouvelles. Ta mère est inquiète. Au moins appelle-la si tu ne veux pas me parler. Bastien, s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai continué à lire. Les messages du dimanche après-midi montraient quelque chose que je n'avais jamais vu chez Céline. Un vrai désespoir. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. C'est à cause d'Édouard. Tu as raison. C'était inapproprié. Je suis désolé. Je suis désolé, d'accord? Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Rentre à la maison. Tu ne peux pas juste partir comme ça. On est mariés. Il faut qu'on parle. Et enfin, les messages de ce matin. Ça fait 2 jours. 2 jours sans savoir si tu es mort ou vif. Tu sais à quel point c'est humiliant de devoir dire à tout le monde que mon mari a disparu? Édouard a demandé si tu allais bien. Tu sais à quel point c'était embarrassant? C'était là. Même dans son désespoir, même dans sa prétendue inquiétude, ce qui lui importait vraiment, c'était l'image qu'elle renvoyait aux autres. Pas mon bien-être, pas notre mariage. Son image. Élise, ma mère, envoyait plus ou moins les mêmes messages. Une inquiétude sincère, mais sans pression. Je lui ai répondu par un autre court message, lui disant que j'allais bien, que j'avais juste besoin de temps, que je l'appellerais bientôt. Corentin n'avait écrit qu'une seule fois de plus. Mon frère, Céline m'a appelé pour me demander si je savais où tu étais. Je lui ai dit non parce que je ne le sais vraiment pas, mais entre nous, je suis content que tu aies enfin fait quelque chose, peu importe ce que c'est. Je suis là si tu as besoin de moi. J'ai répondu, merci, mon frère. Je vais bien. Je t'appelle cette semaine. J'ai ignoré tous les messages de Rose et des amis de Céline. Je ne leur devais aucune explication. Elles avaient fait partie du problème, riant, étant complices de chaque humiliation. Mais c'est le dernier message de Céline, envoyé il y a à peine 20 minutes, qui m'a fait m'arrêter. Bastien, s'il te plaît, je ne peux pas traverser ça toute seule. J'ai besoin que tu reviennes. Je promets que les choses vont changer. Je vais changer. Donne-moi juste une chance de te le prouver. J'ai lu ce message 3 fois. Il y a 2 mois, peut-être même il y a 2 semaines, ces mots m'auraient brisé, m'auraient fait douter, m'auraient fait envisager de revenir. Mais maintenant, assis dans ce restaurant bon marché en mangeant des huevos ranchereaux, je ne ressentais que de l'indifférence. Parce que ces promesses, je les avais déjà entendues. Après chaque grande dispute, après chaque humiliation qui allait trop loin, venaient les excuses, les promesses, les larmes, et puis 2 semaines plus tard, tout redevenait comme avant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à manger. Mon téléphone a commencé à vibrer. Céline appelait. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, un autre appel, puis un autre, et encore un autre. La serveuse est passée près de ma table et a remarqué mon téléphone qui vibrait constamment. Ex-petite amie, a-t-elle demandé avec un sourire complice. Ex-femme, ai-je répondu. Ah, a-t-elle dit en hochant la tête comme si cela expliquait tout. Ce sont les pires. Je vous apporte un autre café? S'il vous plaît. Après le petit déjeuner, je me suis promené sans but dans le quartier. C'était un quartier commerçant plein de petites boutiques, de garages automobiles, de laveries automatiques, des gens normaux vivant leur vie normale. Personne ne me connaissait ici. Personne ne me jugeait. Personne n'attendait rien de moi. Je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté un téléphone prépayé. 45 € pour l'appareil, 25 € pour un mois de forfait. Je n'y ai transféré que les contacts essentiels. Ma mère, Corentin, mon patron. J'ai envoyé le nouveau numéro à chacun d'eux avec un message simple, j'ai changé de numéro, ne le partagez qu'avec des personnes de confiance. J'ai éteint mon ancien téléphone et je l'ai mis dans ma valise. Je n'allais pas encore le jeter au cas où j'aurais besoin d'accéder à certaines informations,
mais il ne serait plus ma ligne principale. De retour au motel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié ma boîte mail professionnelle. Adrien m'avait répondu, approuvant mon télétravail. Prends le temps dont tu as besoin, Bastien. La famille passe avant tout. S'il savait que c'était justement la famille que je fuyais. J'ai passé le reste de la journée à travailler, à répondre à des emails, à réviser du code, à participer à un appel vidéo avec l'équipe. La normalité du travail était réconfortante. Ici, j'étais compétent. Ici, mon opinion comptait. Ici, personne ne me rabaissait. Vers 18h, mon nouveau téléphone a sonné. C'était ma mère. Mon fils, a-t-elle dit quand j'ai décroché, et sa voix était pleine de soulagement. Dieu merci. Céline m'a appelé toute la journée. Je sais, maman. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Ne t'excuse pas. Elle a fait une pause. Est-ce que tu vas bien? Vraiment? Oui, maman. Je vais bien. Mieux que bien, honnêtement. Un autre silence. Puis, mon fils, je ne me suis jamais mêlé de ton mariage. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place, mais j'ai vu ce qui s'est passé à la plage ce jour-là et j'ai vu des choses avant. Beaucoup de choses sur lesquelles je me suis tu. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que tu es mon fils, mais tu es un homme adulte, et les hommes adultes doivent prendre leurs propres décisions. Mais maintenant que tu as pris une décision, je veux que tu saches que je te soutiens pleinement. J'ai fermé les yeux, sentant une chaleur s'étendre dans ma poitrine. Merci, maman. As-tu besoin de quelque chose? D'argent? D'un endroit où rester? Non, maman. Je vais bien. J'ai des économies. J'ai un endroit. J'ai juste besoin de temps. D'accord, Bu, si tu changes d'avis, ma maison est ta maison. Ça l'a toujours été. Nous avons parlé encore quelques minutes avant de raccrocher. Cette conversation m'a apporté plus de paix que tous les messages de Céline réunis. Ce soir-là, j'ai commandé chez un traiteur asiatique et j'ai mangé en regardant les infos. Mon ancien téléphone, rangé dans la valise, recevait probablement encore des messages. Céline était probablement encore en train d'appeler. Elle devait être en pleine panique maintenant, réalisant que cette fois, je n'allais pas revenir en courant. Et elle avait raison, parce que pour la première fois en 8 ans, je prenais des décisions en fonction de ce dont j'avais besoin, pas de ce qu'elle voulait. Et ça, c'était le goût de la liberté. Je me suis couché ce soir-là, mais avant de dormir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit, pas un plan, pas une liste, juste des pensées, des réflexions sur qui j'avais été, qui j'étais devenu, et qui je voulais être maintenant. J'ai passé tellement de temps à être invisible dans ma propre vie que j'ai oublié que je comptais aussi, que ma paix comptait, que ma dignité comptait. Aujourd'hui, je commence à m'en souvenir. J'ai refermé le carnet et j'ai éteint la lumière. Dehors, je pouvais entendre le trafic de l'autoroute voisine, le bruit constant d'une ville qui ne dort jamais. Mais à l'intérieur, dans cette petite chambre déprimante, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le silence, la paix, et la certitude absolue d'avoir pris la bonne décision. Le mercredi matin, 5 jours après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel sur mon nouveau téléphone d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Bastien. C'était Corentin. Comment as-tu eu ce numéro? Ta mère me l'a donné. Mon frère, il faut que je te dise quelque chose. Je me suis assis sur le lit du motel, sentant mon estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Céline est en train de péter les plombs en public. Il a marqué une pause. Hier, elle est allée à la salle de sport, la même où elle a rencontré Édouard. Elle a fait une scène énorme. Elle a hurlé sur Édouard devant tout le monde, l'accusant d'avoir ruiné son mariage. Elle a dit que c'était entièrement de sa faute, que si tu étais parti, c'était à cause de lui. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Édouard a essayé de la calmer, mais elle continuait à crier. Elle a dit qu'il l'avait poursuivie, qu'il l'avait manipulée, qu'il avait tout fait exprès pour vous séparer. Les gens ont tout enregistré avec leur téléphone. Ça circule déjà dans les groupes WhatsApp. Et Édouard. Il lui a dit devant tout le monde que c'était elle qui lui courait constamment après,
que c'était elle qui flirtait avec lui, qu'il n'avait jamais rien fait qu'elle ne voulait pas. Et puis il a dit autre chose. Corentin est resté silencieux un moment. Il a dit que tu étais un mec bien, que tu ne méritais pas la façon dont on te traitait, et qu'il se sentait mal d'avoir joué un rôle là-dedans. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Comme c'était pratique pour lui de retrouver sa morale maintenant. Ça ne s'est pas arrêté là. Rose était aussi à la salle. Elle a essayé de prendre la défense de Céline, mais d'autres personnes qui étaient là ont commencé à s'en mêler. Des femmes qui avaient vu comment Céline te traitait. Comment elle te parlait. L'une d'elles a dit qu'elle avait toujours trouvé horrible la façon dont ta propre femme te ridiculisait en public. Je me suis frotté le visage avec ma main libre. Et Céline ? Elle s'est complètement effondrée. Elle a commencé à pleurer en plein milieu de la salle de sport. Elle a dit que tout ça n'était qu'un malentendu. Que les gens ne comprenaient pas que tu étais très sensible et que tu avais surréagi. Mais personne ne l'a cru. Bastien. Tout le monde a vu ce qu'elle était vraiment. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la joie face à sa souffrance. C'était plutôt comme une confirmation. La vérité finit toujours par éclater. Autre chose ? Oui. Hier soir, elle est allée chez ta mère. Élise m'a appelé pour me le dire. Céline a débarqué en pleurs, disant qu'elle avait besoin de te parler, que ta mère devait l'aider à te convaincre de revenir. Ta mère lui a répondu qu'elle ne savait pas où tu étais, et que même si elle le savait, elle ne le lui dirait pas. Comment a-t-elle réagi ? Elle s'est mise en colère. Elle a dit à ta mère que c'était de sa faute si tu étais aussi gâté, si tu croyais mériter plus que ce que tu avais. Ta mère l'a mise à la porte et lui a dit de ne plus jamais revenir. J'ai souri malgré tout. Élise avait toujours été diplomate, maintenant toujours la paix. Mais quand on franchissait la limite, quand on touchait à sa famille, elle devenait une force inarrêtable. Mon frère, a poursuivi Corentin, il y a plus. Rose n'arrête pas de poster des trucs vagues sur les réseaux sociaux concernant les hommes immatures qui abandonnent leurs femmes sur un coup de tête. Ou sur le fait que ce sont toujours les femmes qu'on blâme quand un mariage échoue. Mais dans les commentaires, les gens la déchirent. Tout le monde sait ce qui s'est passé à la plage. Plusieurs personnes y étaient. Léa aussi. Léa a retiré Céline de ses amis sur les réseaux sociaux et a posté un message sur l'importance du respect mutuel dans les relations. Elle n'a pas cité de nom. Mais tout le monde sait de quoi elle parle. Je me suis rallongé sur le lit en assimilant toutes ces informations. Céline avait passé des années à se forger une image d'épouse parfaite maltraitée par un mari peu sûr de lui. Mais elle avait construit cette image sur des mensonges. Et les mensonges finissaient toujours par s'effondrer sous leur propre poids. Tu sais ce qui est le plus triste, ai-je finalement dit. C'est qu'elle aurait pu éviter tout cela si elle m'avait simplement respecté. Si elle m'avait traité d'égal à égal. Mais elle a choisi de m'humilier constamment. Et maintenant, elle en subit les conséquences. Je sais, mon frère. Et franchement, c'est ce qu'elle mérite. Nous avons discuté encore un peu avant de raccrocher. Corentin m'a dit que certains de nos amis communs avaient demandé de mes nouvelles, sincèrement inquiets. Je lui ai dit de leur répondre que j'allais bien, que j'avais juste besoin de temps. Après l'appel, j'ai fixé le plafond de la chambre. Une partie de moi, une toute petite partie, avait de la peine pour Céline. Regarder quelqu'un s'autodétruire n'est jamais plaisant, même quand cette personne vous a fait autant de mal. Mais la majeure partie de moi, la partie rationnelle, savait que cela devait arriver. Elle avait vécu sans conséquence pendant des années. Elle avait dit et fait tout ce qu'elle voulait sans penser à la façon dont cela m'affectait. Elle avait franchi toutes les limites possibles en croyant que je serais toujours là, à endurer, à pardonner, à oublier. Et quand j'ai enfin posé une limite, quand j'ai enfin dit « ça suffit », elle n'a pas su comment le gérer parce qu'elle n'avait jamais appris à être responsable de ses actes. Cet après-midi-là, je suis allé dans un café avec le Wi-Fi et j'ai commencé à chercher des appartements à louer. De petits 2 pièces, suffisants pour moi. J'en ai trouvé plusieurs dans mon budget, certains dans ma propre ville, d'autres dans les villes voisines. J'ai sauvegardé plusieurs annonces pour les examiner plus calmement. J'ai aussi cherché des avocats spécialisés dans les divorces. J'ai lu les avis, comparé les prix, pris des notes. Environ 750 € pour la consultation initiale,
et à partir de 900 € pour la procédure complète s'il s'agissait d'un divorce à l'amiable. Bien plus s'il était contentieux. De l'argent que j'avais grâce à mes économies. Ce n'était pas une vengeance. C'était simplement clore définitivement un chapitre. Céline et moi, c'était terminé à la minute où elle avait décidé de m'humilier publiquement. Le divorce ne serait que la paperasse officielle. Cette nuit-là au motel, mon ancien téléphone a sonné depuis l'intérieur de la valise. Je l'avais laissé allumé, branché au chargeur. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. 147 appels manqués. 92 nouveaux messages. J'ai ouvert les messages les plus récents de Céline. Il n'y avait plus de « s'il te plaît ». Plus de promesses. Maintenant, c'était de la rage. J'espère que tu es content. Tu as ruiné ma vie. Tout le monde parle de moi. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais été à ces hommes pour parler au lieu de fuir comme un lâche, rien de tout ça ne serait arrivé. Je te déteste. Tu le sais. Je te déteste pour m'avoir fait passer pour la méchante. J'ai lu chaque message sans rien ressentir. C'était fascinant de voir comment, dans son esprit, j'étais d'une manière ou d'une autre le méchant. Moi qui avais enduré des années de maltraitance. Moi qui avais avalé humiliation après humiliation. Moi qui avais enfin eu le courage de partir. C'était de ma faute si elle faisait face aux conséquences. Il y avait un schéma typique chez les gens comme ça. Ce n'était jamais de leur responsabilité. C'était toujours le monde qui était injuste envers eux. Ils étaient toujours les victimes, même quand ils étaient clairement les bourreaux. J'ai éteint mon ancien téléphone à nouveau et je l'ai rangé. J'en avais assez vu. Le lendemain, jeudi, j'ai engagé un avocat. Il s'appelait Adrien. Bizarrement, le même prénom que mon patron. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec de l'expérience dans les dossiers difficiles. Je lui ai raconté ma situation, je lui ai montré certains des messages de Céline, je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas d'enfants impliqués, que nous n'avions pas de biens en commun à part quelques meubles dont je me fichais éperdument. Travaillait-elle, a-t-il demandé. Pas ces 3 dernières années. Et vous couvriez toutes les dépenses. Oui. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Adrien a hoché la tête en prenant des notes. Cela devrait être relativement simple. Elle essaiera peut-être de demander une prestation compensatoire, mais comme il n'y a pas d'enfant et qu'elle a la capacité de travailler, il est peu probable qu'elle obtienne gain de cause. Je vais vous préparer les documents. Dans une semaine. Nous aurons la requête en divorce prête. J'ai payé les 750 € de frais de consultation en espèces. Un pas de plus vers ma liberté. Ce soir-là, assis sur le lit du motel avec une pizza froide et un coca, j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais plus de rage. Je ne ressentais plus de douleur. Je ressentais juste un calme profond, comme après une tempête qui était enfin passée. Céline s'était détruite toute seule. Je n'avais rien eu à faire d'autre que de partir. Et ça, j'ai réalisé, c'était la vengeance parfaite. Non pas parce que je l'avais planifié, mais parce qu'en me choisissant moi-même, en faisant passer ma dignité avant tout, son château de mensonges s'était naturellement effondré. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une dernière entrée avant de dormir. Aujourd'hui, j'ai appris que la meilleure des vengeances n'est pas de causer du tort. C'est simplement de refuser de continuer à en subir. C'est choisir la paix au lieu du chaos. C'est marcher vers la lumière et laisser l'obscurité se consumer d'elle-même. Cela fait 3 mois depuis ce jour à la plage. 3 mois depuis que j'ai quitté cette maison, ce mariage, cette vie qui n'était plus la mienne. Maintenant, je suis assis sur le petit balcon de mon appartement. Un 2 pièces dans un immeuble modeste à 30 minutes de mon ancienne vie. Il coûte 800 € par mois. Il a une minuscule cuisine et l'eau chaude met parfois du temps à arriver, mais il est à moi. Complètement à moi. La procédure de divorce est en cours. Céline a d'abord essayé de compliquer les choses, demandant la moitié de mes économies, une prestation compensatoire, un dédommagement pour des années de travail domestique non rémunéré. Son avocat a envoyé une liste d'exigences qui aurait été comique si elle n'avait pas été si révélatrice de ce qu'elle était vraiment. Mais mon avocat avait des preuves, les relevés bancaires prouvant que je payais pour tout, les factures de la femme de ménage prouvant que le travail domestique était minime, les messages d'elle admettant qu'elle ne travaillait pas parce qu'elle n'en avait pas envie. Et non parce qu'elle ne le pouvait pas. Finalement,
son avocat lui a conseillé d'accepter un accord simple. Pas de pension, pas de partage des économies. Chacun garde ce qui est à son nom. Elle a signé la semaine dernière. Dans 2 mois, nous ne serons officiellement plus mariés. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour à la plage. Toutes les communications se sont faites par avocats interposés. C'est mieux ainsi. Il n'y a rien à dire qui n'ait déjà été exprimé par les actes bien plus que par les mots. J'ai repris contact avec les amis que j'avais perdus pendant mon mariage. Nous dînons ensemble toutes les semaines. Nous avons repris notre tradition des bières du vendredi, à parler de tout et de rien, à rire de blagues stupides, à être simplement nous-mêmes sans avoir à marcher sur des œufs. Ma mère vient me rendre visite tous les dimanches. Nous cuisinons ensemble, chose que je ne faisais jamais quand je vivais avec Céline car elle critiquait tout ce que je préparais. Élise m'a appris à faire la blanquette de veau de mon père. Cette recette qu'elle gardait comme un trésor. Maintenant, je la fais moi-même, et à chaque fois que je la goûte, je me rappelle pourquoi valait la peine de me battre pour ma paix. Le travail se passe bien. Adrien, mon patron, m'a offert une augmentation après que j'ai terminé un projet important avec 2 semaines d'avance. 450 € de plus par mois. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour vivre confortablement et continuer à épargner. J'ai commencé à aller à la salle de sport. Pas celle de Céline, évidemment, mais une près de mon nouvel appartement. Elle est petite, sans prétention, pleine de gens normaux essayant d'améliorer leur santé. J'ai perdu les kilos que j'avais pris et j'ai gagné un peu de muscle. Mais au-delà de l'aspect physique, j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la discipline, le contrôle, le sentiment que mon corps m'appartient et que je peux en faire ce que je veux. Les nuits sont les moments les plus calmes. Je rentre du travail ou de la salle de sport, je me prépare un dîner simple et je m'assois ici, sur ce balcon, pour regarder le coucher du soleil. Parfois je lis, parfois je regarde simplement le ciel changer de couleur. Orange, rose, violet, puis enfin noir, moucheté d'étoiles que l'on peine à voir à travers la pollution lumineuse de la ville. Dans ces moments de tranquillité, je pense à tout ce qui s'est passé. À la façon dont j'en suis arrivé à laisser quelqu'un me traiter ainsi pendant si longtemps. À tous les signes que j'ai ignorés parce que je voulais croire que l'amour suffisait. À la façon dont j'ai confondu l'endurance avec la force, alors qu'en réalité, la véritable force résidait dans le fait de partir. Je n'en veux pas à Céline. C'est étrange, mais c'est vrai. La rancune demande de l'énergie, et je ne veux plus dépenser la moindre énergie pour elle. Ce que je ressens s'apparente plutôt à de la pitié. De la pitié parce qu'elle avait la chance d'avoir un partenaire qui l'aimait, qui la respectait, qui aurait fait n'importe quoi pour elle, et qu'elle a tout gâché. Non pas par méchanceté consciente, mais parce qu'elle n'avait jamais appris à apprécier ce qu'elle avait avant de le perdre. J'ai appris qu'elle avait quitté la ville il y a 1 mois. Elle a emménagé chez une tante dans une autre région. Elle a commencé à travailler dans un bureau, quelque chose en lien avec les ventes. Elle dit qu'elle se réinvente, d'après ce que Rose a posté sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est vrai. J'espère qu'elle apprendra de tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est plus mon problème. Rose, d'ailleurs, a arrêté de publier des messages vagues après que plusieurs de nos amis communs l'ont confrontée sur son rôle dans toute cette histoire. Elle ne s'est pas excusée, mais au moins elle s'est tue. Parfois, le silence est ce qui se rapproche le plus d'une excuse venant de certaines personnes. Édouard, aux dernières nouvelles, a aussi changé de salle de sport. Je suppose que l'inconfort d'être pointé du doigt comme le type qui a aidé à détruire un mariage était trop lourd pour lui. Bien que techniquement, il n'ait rien détruit. Céline et moi étions détruits bien avant qu'il n'apparaisse. Il n'a été que le catalyseur qui a accéléré l'inévitable. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour le moment. Je ne cherche rien de sérieux. J'apprends juste à sociabiliser à nouveau, à rencontrer des gens sans le poids d'une relation toxique sur les épaules. C'est rafraîchissant de découvrir que je peux avoir des conversations où mon opinion compte, où je ne suis pas constamment corrigé ou ridiculisé. La semaine dernière, je suis sorti avec une femme prénommée Roxane. Elle travaille dans le graphisme, a 2 chiens et aime faire de la randonnée. Nous sommes allés dîner dans un restaurant italien. À un moment de la soirée, j'ai renversé un peu de vin sur la table. Je me suis automatiquement crispé, m'attendant à un commentaire sarcastique, à un regard réprobateur. Mais Roxane a juste souri et a dit « Ne t'en fais pas, ce n'est que du vin ». Ce simple moment m'a fait réaliser à quel point j'avais normalisé la maltraitance.
Le fait que quelque chose d'aussi insignifiant que renverser du vin me cause de l'anxiété était la preuve des dommages que j'avais subis. Mais c'était aussi la preuve que je guérissais, parce que j'avais remarqué la différence et que j'en étais reconnaissant. Je ne sais pas si Roxane et moi deviendrons quelque chose. Honnêtement, je ne m'en soucie pas trop. Pour l'instant, je me concentre sur moi-même, sur ma reconstruction, pour me rappeler qui j'étais avant de me perdre dans ce mariage, et pour découvrir qui je peux être aujourd'hui. J'ai repris d'anciennes passions. J'ai acheté une guitare d'occasion pour 180 € dans une brocante. J'en jouais à la fac, mais j'avais arrêté parce que Céline disait que le bruit la dérangeait. Maintenant, j'en joue tous les soirs, même si ce n'est que pour 20 minutes. Mes doigts sont encore maladroits. Les transitions d'accords ne sont pas fluides, mais je m'améliore. Et le plus important, c'est que j'y prends du plaisir. J'ai aussi recommencé à écrire. Pas seulement dans mon carnet, mais sérieusement. Je travaille sur un blog autour du développement logiciel, partageant ce que j'ai appris au cours de mes années dans ce domaine. J'ai déjà quelques abonnés, des personnes qui trouvent mon contenu utile. C'est gratifiant de créer quelque chose de positif, de partager des connaissances, d'être reconnu pour mes compétences au lieu d'être constamment critiqué pour ma supposée incompétence. Mon compte d'épargne a grossi. Sans les dépenses superflues générées par Céline, j'ai réussi à mettre de côté près de 2200 € supplémentaires chaque mois. J'ai déjà 61 000 € d'économie. C'est assez pour un apport sur une petite maison si je le voulais, ou pour un long voyage, ou simplement pour avoir la certitude que je ne dépendrai plus jamais de personne, et que personne ne dépendra de moi de manière toxique. Hier soir, en préparant du café dans ma petite cuisine, j'ai vu mon reflet dans la vitre sombre. Je ne vois plus l'homme fatigué et vaincu que j'étais il y a 3 mois. Je vois quelqu'un qui trouve sa voie. Quelqu'un qui apprend qu'il est normal de poser des limites. Qu'il est normal de se choisir soi-même. Qu'il est normal de dire « ça suffit » et de le penser vraiment. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où la solitude pèse lourd. Des jours où l'idée d'avoir une partenaire me manque, même si Céline spécifiquement ne me manque pas. Des jours où je me demande si j'ai bien fait, si j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts, être plus patient. Mais ensuite je me souviens. Je me souviens de ce rire sur la plage. Je me souviens de ces années de petites humiliations qui se sont entassées pour former une montagne insupportable. Je me souviens de ce que je ressentais en marchant sur des œufs dans ma propre maison. Et je sais que j'ai fait exactement ce que je devais faire. La paix ne s'accompagne pas toujours de compagnie. Parfois, elle s'accompagne de solitude, mais c'est une solitude choisie. Une solitude qui guérit. Très différente de la solitude que l'on ressent lorsqu'on est avec la mauvaise personne. Demain, j'aurai 37 ans. C'est mon premier anniversaire seul depuis 8 ans. Ma mère vient pour le déjeuner. Corentin a organisé une petite réunion dans un bar avec quelques amis. Rien d'extravagant, juste des personnes qui tiennent sincèrement à moi, célébrant une autre année de vie, une autre année de croissance. Et alors que je suis assis ici, mon café refroidissant dans ma main, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, je réalise une chose fondamentale. Je vais bien. Je vais vraiment bien. Je ne suis pas heureux de cette manière explosive que promettent les films. Je ne vis pas un conte de fées où tout est parfait. Mais je suis en paix. Et la paix, je l'ai découvert, vaut plus que tout le reste. Si je pouvais parler au moi d'il y a 3 mois, l'homme qui était assis dans cette voiture sur la plage avec les mains tremblantes et le cœur brisé, je lui dirais ceci: accroche-toi. Ça va faire mal. Ça va être dur. Il y aura des nuits où tu douteras de toi-même. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve quelque chose de meilleur. Il y a la dignité. Il y a le respect de soi. Il y a la paix. Et tu vaux chaque seconde de l'inconfort que tu vas ressentir pour y arriver. Le divorce sera bientôt prononcé. Je signerai les papiers, je fermerai officiellement ce chapitre, et j'avancerai. Non pas avec de la colère ou de l'amertume, mais avec la plus précieuse des leçons que j'ai apprises, qu'aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier arrêter de s'aimer soi-même. Et alors que le soleil se couche enfin complètement et que la nuit enlace la ville, je prends une dernière gorgée de mon café, je souris légèrement, et je rentre dans mon petit appartement. Ma maison, mon espace, ma paix. Car au bout du compte, la seule chose dont on ait vraiment besoin dans cette vie, c'est le courage de se choisir soi-même.